un seul but lors de ses 22 derniers matchs et une disette en Liga qui dure maintenant depuis plus de 3 mois. Son dernier but en championnat remonte au mois de janvier et c'était face à Las Palmas. Rodrigo n'arrive plus à sortir la tête de l'eau et pire, plus le temps passe, plus on a l'impression qu'il s'engloutit dans son marasme. Une méforme qui lui vaut donc logiquement une avalanche de critiques et même des rumeurs de départ. Certains en parlent à City, un peu moins à Liverpool, mais il y a vraiment rien de sérieux pour l'instant. Et on peut imaginer que c'est des rumeurs qui sont juste liées à sa baisse de niveau et que ce n'est pas sérieux. En tout cas, ça ne l'est pas du tout pour le moment. Donc, pour introduire ce dossier, j'aimerais qu'on fasse un tour d'horizon sur la saison du Brésilien. Et le premier élément qui saute aux yeux, et c'est étonnant quand même, mais lorsqu'on jette un coup d'œil sur ses statistiques, il est dans les mêmes standards que ses deux dernières saisons, avec une contribution 23 buts cette saison. Ça prend en compte les buts et les passes décisives, contre 25 en 2023-2024 et 29 buts lors de l'avant-dernier exercice. Après, c'est sûr, on ne juge pas un joueur qu'à travers ses statistiques. Le football ne se joue pas que par les buts et les passes décisives. Donc c'est pour ça que je vous inviterai à ce qu'on fasse un petit voyage dans le temps et aller au début de saison de Rodrigo, où il démarre plutôt de manière correcte. C'était probablement l'un des plus réguliers ou le plus régulier des trois de devant, jusqu'à ce qu'on commence réellement à constater les premiers signaux d'alarme pour cette équipe. C'était à partir du nul concédé au derby madrilène et qui a été suivi par des défaites à Lille, contre Milan, à Bilbao. C'était une période délicate collectivement, mais entre la mi-décembre et fin janvier, Rodrigo allait vivre son meilleur moment de la saison, où il a directement été impliqué dans 14 buts, 10 buts et 4 passes décisives en seulement 11 apparitions. Et bizarrement, c'était une période où Vini a raté quelques matchs, notamment pour des suspensions en Liga, en LDC. Et c'est ce qui a permis à son compatriote d'être repositionné sur l'aile gauche, qu'il affectionne, ce qui lui permettait souvent d'avoir ses décrochages sur le pied droit facilement et aller finir avec une justesse élégante. Et en parlant des buts de Rodrigo, moi j'ai été un peu curieux et j'ai voulu les revoir un par un. Et j'avoue que je n'étais pas déçu parce que ce que j'ai constaté en fait, c'est que sur ces 14 buts, il n'y en a que 3 qu'il met en tant que véritable ailier droit. C'est-à-dire après un débordement depuis l'aile droite. Et c'était précisément contre l'Espagnol, Leipzig et son tout dernier but contre l'Atlético où il met il enchaîne avec cette chevauchée après une belle ouverture de Valverde. Il va finir fabuleusement avec le pied gauche. Mais en tout cas, 11 de ces 14 buts ont été inscrits soit en étant lancés du côté gauche. Je parlais de la période où Vini était absent ou lorsque ça faisait un peu tourner, même si Ancelotti c'est quelqu'un qui fait rarement tourner, ou bien en recevant le ballon dans la surface de réparation comme le ferait un numéro 9. Donc 11 buts sur ces 14 où soit il part du côté gauche, soit il est positionné dans la surface de réparation comme une sorte de 9. Et donc, pour comparer un peu avec son historique, par rapport à la saison dernière, par exemple, où il était un peu un électron libre dans le 4-4-2, où on l'a vu plus dynamique. Alors, pas un serial buteur, parce qu'il ne l'a jamais été, mais il complétait très bien le trio avec Vini et Bellingham, ce qui lui permettait d'avoir des fulgurances à des moments clés,
surtout dans sa compétition préférée, qui est la Ligue des Champions. Et je me souviens toujours de cette pénible double confrontation face à City, où il est buteur à l'aller et au retour. Et on sait tous combien ces buts ont été importants. Donc même s'il y a eu ce supplice euh, chez Manchester City, qui se conclut avec cette qualification historique. Et si je reviens un peu plus loin, donc les autres saisons, je pense que sans trop m'étaler, donc je dirais qu'il y avait la présence d'un joueur qui s'appelle Benzema, et dans le QI footballistique et le talent changent tout. Donc c'est Benzema, on le sait, c'est quelqu'un qui a joué avec Cristiano, qui a joué avec Gareth Bale, et c'est toujours quelqu'un qui a su jouer et faire jouer. Donc Vinicius et Rodrigo ont grandi sous sa bienveillance. Donc là, quand tu joues avec Benzema, que tu sois sur l'aile droite, sur l'aile gauche, il saura te mettre dans les meilleures dispositions. Maintenant, si on essaie un peu d'identifier les raisons de cette dépression, entre parenthèses, de Rodrigo, moi, comme premier point que je souligne, c'est que déjà depuis qu'il est au Real Madrid, c'est celui qui est le moins favorisé dans son positionnement. Il faut le reconnaître. Il est que très rarement mis dans son poste de prédilection, qui est le poste de l'aile gauche, et on le sent directement dès qu'il est là. Il est plus libre, plus à l'aise sur son pied droit, pardon, et même en neuf, où il était plutôt bon la saison dernière. C'était pas un neuf, un vrai neuf, mais comme je l'ai dit au début, il était un peu électron libre dans cette zone, qui est désormais occupé par un certain Kylian Mbappé. Deuxième point, c'est le caractère du joueur. On le sait, Rodrigo, c'est un joueur calme, qui a un sang-froid, euh, et c'est pour moi une lame à double tranchant. Euh, avec ce caractère-là, depuis qu'il est là avec Vinicius, c'est des comparaisons qu'on a souvent eues, soit pour reprocher le caractère impulsif de Vinicius, et donc pour dire que voilà, le Rodrigo est un peu la face opposée de Vini. Il sait être plus calme, il sait euh, être discret, mais dans le bon sens. Mais là, dans de telles situations, on sent que c'est pas un leader, Rodrigo. Être un leader, c'est quelque chose d'inné. Donc j'imagine que ça se travaille pas. Et son caractère, quand il est au fond du trou, quand il a ce caractère-là, ce n'est pas quelqu'un qui va se rebeller. En tout cas, c'est ce qu'on sent sur le terrain. C'est quelqu'un de plutôt zen. Et je pense que ça aussi, ça ne l'a pas aidé à retrouver son niveau. Il y a aussi l'irrégularité. J'ai dit au début qu'il est dans les mêmes standards que les saisons dernières, mais la répartition de ses contributions et ses bonnes performances aussi est clairement en déséquilibre, parce que, à part cette période entre la mi-décembre et la fin juin, euh, voilà, rien que le fait de mentionner qu'il est sur un seul but en 22 matchs, je pense que c'est assez criant. Euh, un autre point, donc, c'est son rôle tactique individuel. Euh, Même en étant ailier droit, je pense qu'il aurait pu être meilleur. Mais là, en étant obligé de souvent faire la compensation avec Vasquez, c'est peut-être celui qui a le plus d'obligations défensives entre Vinicius, Mbappé. Il est souvent obligé de revenir pour couvrir ce flanc droit défaillant avec Vasquez. Et Vasquez, c'est pas le sujet de cette analyse, mais voilà, on sait tous à quel point le Real a beaucoup souffert sur ce poste-là, et globalement sur ce côté droit.
Et pour terminer, je pense que il a été aussi une victime du déséquilibre et de la faillite tactique d'Ancelotti cette saison. Donc, un peu comme toute l'attaque, les quatre attaquants, si on peut le dire comme ça, on est sur un système avec trois attaquants, mais on, on qualifie le Real Madrid comme une équipe qui joue avec quatre attaquants. Et rien que ça, je pense que ça explique à quel point on a un déséquilibre dans l'équipe qu'on ne sait pas encore expliquer ou maîtriser parce que là encore c'est un autre sujet, mais pour moi Bellingham, euh, il ne peut pas être considéré comme attaquant et être plus dans la finition que la construction du jeu parce que avec ça tu te retrouves avec un déséquilibre total, avec quatre attaquants et un milieu de terrain fragile, des défaillances sur les deux flancs. Donc cette saison était catastrophique à ce niveau-là. Mais bon, j'ai essayé de décortiquer les différentes raisons qui pourraient être derrière cette saison décevante, pour le moins qu'on puisse dire de la part de Rodrigo. Maintenant, je pense que son avenir sera aussi un sujet à discussion. Après, je pense que avant d'entamer ce chapitre-là, on le sait, la mémoire d'un supporter est plus courte que celle d'un poisson rouge. Il faut donc relativiser et comprendre qu'on ne peut pas tirer des conclusions définitives sur une saison où le naufrage a été collectif malgré tout. Donc pour plein de raisons, on en a cité quelques raisons tactiques, les blessures, une avalanche de blessures aussi. Et ce n'est pas, euh, je pense qu'on n'est pas encore près de s'en sortir. Et on l'oublie, mais Rodrigo n'a que 24 ans malgré tout. Il est venu très jeune au Real Madrid avec Vinicius. On a l'impression qu'ils sont là depuis une décennie, mais en fin de compte, il n'a que 24 ans. Il peut encore faire les beaux jours du Real Madrid pendant allez, une dizaine d'années facilement. On parle d'un joueur qui est pétri de talent, qu'on a vu grandir sous nos yeux et qui peut encore donner énormément au club. Donc, son avenir sera aussi lié à mon avis, à celui des intentions du prochain entraîneur. Et on ne pense pas que le club voudra le voir partir, à moins que la volonté n'émane de lui, évidemment. J'ai parlé de son positionnement depuis qu'il est au Real, et c'est vrai que lorsqu'on est Rodrigo, il serait légitime qu'on se pose des questions. Est-ce que ce sacrifice et cet effort constant de toujours devoir s'adapter pour valoriser les autres ne finit pas par avoir l'effet inverse sur sa carrière? Il est au meilleur club du monde, certes, et où il a déjà tout gagné, mais ne serait-il pas le temps d'être au centre d'un projet qui lui permettrait d'être le pilier central autour duquel tout s'articulera? Je pense que c'est des questions qui font quand même réfléchir. En termes de valeur, donc il a une valeur marchande d'un peu plus de 100 millions d'euros. Donc, selon le site spécialisé Transfermarkt, et ça c'est, je pense, c'est un paramètre qui pourrait inciter le club à penser à l'aspect économique, surtout que l'intérêt, si jamais il y en a, il viendrait probablement de la Première Ligue. Et on le sait, les clubs de Première Ligue, surtout quand c'est des clubs comme Manchester City, comme Liverpool, je sais pas, United, c'est les clubs qui n'auront jamais de mal à répondre aux exigences financières de Florentino Pérez. Donc, pour conclure, je pense qu'on est dans une période compliquée quand même, où le moral est un peu en berne pour tous. Mais objectivement, je suis partagé concernant son avenir et j'insiste sur le fait que le prochain entraîneur aura entre les mains au moins une partie du destin de Rodrigo. Est-ce que il aura pour intention de passer à deux devant? Est-ce que l'idée sera de maintenir les trois, donc en parlant de Vinicius, Benzema,
Vinicius, Mbappé et Rodrigo et de redéfinir donc le rôle de Bellingham afin qu'il soit plus euh, dans un rôle de vrai milieu de terrain pour construire le jeu, pour faire le lien entre les différents blocs et pour donc distiller le jeu en parlant du rôle de l'anglais. Mais de toute façon, donc la saison n'est pas encore terminée parce que il reste encore 5 journées de Liga et honnêtement, pour moi, au moins pour le match de dimanche face au Celta Vigo, si ça tenait qu'à moi, donc moi Rodrigo je le laisse sur le banc, il démarre pas euh, parce que voilà, il est clairement hors de forme et je pense que le 4-4-2 a redonné vie légèrement à l'équipe. Donc je le laisse sur le banc et j'essaye de d'en tirer le maximum donc en tant que remplaçant. Et je pense que ça aussi, si jamais Ancelotti a le même avis évidemment, je pense que ça aussi euh, pourrait nous donner des indices sur son avenir parce que son attitude nous dévoilera sans doute une partie du puzzle. Si malgré le fait qu'il soit un peu mis en arrière-plan avec un rôle de remplaçant et que malgré ça il continue donc de démontrer la même volonté, d'essayer de changer les choses, de au moins terminer sa saison avec quelques belles performances. Je pense que ça pourrait, euh, voilà, nous laisser un peu d'espoir pour ceux qui aimeraient le voir rester, que il a toujours en tête le projet madrilène. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même attendre la fin de la saison, même si je ne serais pas surpris qu'il souhaite partir. Voilà. Donc, on a atteint la fin de cette vidéo et on aimerait à notre tour lire vos points de vue concernant ce sujet, ce que vous pensez de la saison du Brésilien et si vous souhaitez le voir prolonger son avenir au club. Donc, on lira chacun de vos commentaires pour ceux qui nous écouteront sur YouTube en tout cas. Voilà, donc vous étiez chez les Merengues et à très bientôt pour un prochain épisode.